Miod qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc elle va commencer son intervention. Je vous laisse parce qu'avec un peu de chance, on va essayer de l'avoir pour une petite interview. Merci vraiment à toutes d'être venues nombreuses. Bien, salut. Salut Jamie. Merci en tout cas d'avoir accepté cette petite interview. Donc tu es chirurgienne dentaire à la base et puis maintenant tu es consultante en lactation formée IBCLC. Oui. Donc ça c'est déjà impressionnant. Quel parcours? Comment est-ce qu'on fait pour devenir consultante en lactation quand à la base on a une formation de chirurgienne dentaire? Alors c'est mon expérience de mère qui m'y a invitée. Comment on fait concrètement? En fait, je pense qu'on s'imagine que c'est très éloigné. En réalité, sur les connaissances nécessaires, pas du tout. Parce qu'en tant que chirurgien dentiste, on est spécialiste de cavité buccale. Et pour l'allaitement, une chose fondamentale au départ, c'est le bébé et sa succion. Tout à fait. Donc en fait, on est complètement reliés et ça faisait sens, d'autant plus pour moi, parce que du coup, on est à la source d'une des préventions de la santé bucco-dentaire, qui va être le développement du massif maxillofacial et des arcades. Et puis, les difficultés que vont rencontrer les mères au niveau des seins pendant la lactation et notamment les complications infectieuses sont des complications des tissus mous qu'on va connaître très très bien en tant que chirurgien dentiste également. Ah oui, donc c'est de là que en fait, finalement la formation à la base et puis cette expérience de mère qui a fait c'était une évidence. Tout à fait. Et puis bon, en tant que chirurgien dentiste, on a quand même une grosse base de sémiologie médicale et donc finalement, quand on a été formé, après on peut apprendre dans tous les domaines. Donc, super, merci. Quels sont selon toi les 3 obstacles les plus fréquents que rencontrent les mères, évidemment, on parle de l'allaitement, donc que rencontrent les mères au démarrage de l'allaitement? Alors, les obstacles les plus fréquents au démarrage, je dirais en termes de difficulté, les douleurs des mamelons, qui est quand même une des causes d'arrêt précoce. Alors, une douleur des mamelons qui n'est pas normale, même les tout premiers jours, et qui n'est pas toujours forcément prise en charge à sa juste hauteur. Probablement un petit peu ce dont on a parlé ce matin, justement. Le manque de préparation peut-être, c'est-à-dire avoir su un petit peu se projeter sur ça allait être quoi la vie avec ce nouveau-né et surtout comment je fais en sorte de mobiliser l'entourage au sens large du terme pour que, en tant que mère, mais aussi en tant que couple parental qui accueille un nouveau-né, que ce soit dans notre vie commune ou même dans une vie déjà familiale, on puisse être soutenu parce que ce nouveau-né il va avoir des besoins quasi permanents et ça c'est quand même un obstacle de taille parce que ça va fragiliser aussi tout le vécu émotionnel quand il n'y a pas assez de soutien et que finalement la mère se sent seule. Ah oui, donc le soutien est parfois un peu mis à l'écart alors que finalement c'est fondamental dans la prise. Il est fondamental. Biologiquement, une femme seule, elle peut accoucher seule dans la nature éventuellement si tout va bien, ça passe, mais en cas de complications, ça ne passera pas. Mais une fois que le bébé est né, vivre seule dans la nature avec un nouveau-né, c'est impossible, on ne peut pas survivre. Tout à fait, donc c'est peut-être aussi le rôle du papa finalement d'aller soutenir cette maman. Exactement, du père ou du coparent. Néanmoins, le père ou le coparent a aussi besoin de devenir père ou parent. C'est aussi une forte mobilisation émotionnelle, un ajustement de tous les instants. Et plus on va pouvoir, dans notre société d'aujourd'hui, trouver les moyens ou réinventer des moyens pour soutenir le foyer globalement et non pas uniquement la mère avec son nouveau-né, plus on va, à mon avis, obtenir des bons résultats en santé en fait. Ah ouais, super. Ok. Quels sont les signes précoces chez un nouveau-né qui devraient alerter un parent et conduire à consulter un spécialiste de l'allaitement? Alors, les signes précoces chez le nouveau-né, chez le bébé. Je pense que ce sont ceux peut-être que les professionnels en maternité auront signalé, donc peut-être une reprise de poids qui est un peu lente ou au contraire une perte de poids, un nouveau-né qui semble peut-être pas très actif pendant la tétée ou qui semble avoir des tétées pas très fréquentes, qui a l'air somnolent.
ou au contraire, un bébé qui semble très agité durant les tétés. Ah oui. Ça peut être un petit peu plus tard, en fin de premier mois. C'est un motif de consultation assez fréquent. Les parents parlent parfois de coliques ou des régurgitations. Alors les coliques, souvent, c'est un faux diagnostic. C'est des fois des choses qui sont liées à des petits détails dans la conduite d'allaitement qui peuvent être réajustés et qui, une fois réajustés, vont redonner un confort énorme au nouveau-né et à la mère. Et ce n'est pas forcément un problème médical sous-jacent, soit des fois, c'est vraiment des choses de la conduite d'allaitement, que ce soit la régurgitation ou les coliques. Oui, oui. Alors, tu parles des coliques, mais j'aimerais bien avoir ton ressenti, ou ton avis, pardon, en tant que surtout chirurgienne dentiste. Ton avis, toi, sur les freins de langue qu'on entend beaucoup pour le moment. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec ce frein de langue? On coupe ou on ne le coupe pas? Ça dépend. C'est toute la subtilité de la démarche diagnostique par rapport à ce frein, c'est-à-dire que là, en tant qu'anomalie dans son existence, parce qu'on a tous un frein lingual qui est ultra nécessaire, est-ce qu'il pose problème à l'allaitement dans un premier temps, puisque ça va être une des premières fonctions que le nouveau-né va déployer? Est-ce qu'on estime que la façon dont il se présente peut poser d'autres problèmes sur la sphère ORL, que ce soit en termes de phonation ou de respiration, notamment le risque d'installation d'une respiration buccale, par exemple. Donc ça, le diagnostic, il peut être délicat et c'est un souci aujourd'hui parce que les professionnels qui traditionnellement diagnostiquent un frein de langue serré, donc on a toujours parlé d'ankyloglossie, sont des professionnels qui en général ne sont pas du tout formés à l'allaitement maternel ni à la lactation. C'est là où moi je me régale puisque j'ai la double compétence. Voilà. Et ça a changé complètement mon regard là-dessus. Donc il y a des freins sur lesquels l'indication d'intervenir en frénotomie à la naissance ou dans les premières semaines est indiquée, et d'autres où c'est absolument pas le cas. Voilà, donc ça dépend un peu de la mesure. Donc ça nécessite en tout cas une évaluation très fine de la situation d'allaitement avant même de considérer tout le reste. D'accord. Tu parlais de l'accompagnement de la maman. Toi, qu'est-ce que tu fais pour accompagner les mamans psychologiquement qui ont justement du mal pendant ou après ou avant même de démarrer l'allaitement? Qu'est-ce que je fais? Bonne question. Qu'est-ce que tu leur dirais finalement à ces mamans qui sont en difficulté par rapport à ça? Ouais, j'essaye toujours d'aller chercher leur ressenti exact, c'est-à-dire comment elles se sentent, essayer de mettre des mots sur les émotions qui les traversent, de façon vraiment à regarder ces émotions en face, à les accepter aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas incapable parce que cette émotion me traverse, je ne suis pas moins qu'une autre parce que cette émotion me traverse. Et après, dans ma situation avec mon nouveau-né, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Et là, mon travail, moi, ça va être d'identifier dans la situation d'allaitement qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve particulièrement en difficulté, puisque biologiquement, ça ne fait pas sens d'être à ce point en difficulté, sinon on aurait une survie d'espèce complètement boiteuse. Les mères devraient être heureuse et relativement épanouie en fait. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui coince quelque part. Est-ce que ça vient de la situation d'allaitement en elle-même ou est-ce que la situation d'allaitement va bien mais est mal comprise, notamment par la façon dont la société crée des attentes comportementales, notamment du point de vue du nouveau-né. Donc je vais aller identifier où est le soutien nécessaire. Est-ce que c'est sur de la technique, par exemple, par rapport à la situation d'allaitement, ou est-ce que c'est du soutien finalement organisationnel, ou est-ce que c'est la façon de percevoir le comportement du nouveau-né qui doit être étayé, modifié, ajusté. Donc pour moi, c'est vraiment identifier, un petit peu comme en médecine, l'étiologie des difficultés. Ok. Ouais. Et tu parlais justement du soutien de la sphère qui gravite autour de la maman. On dit souvent c'est sympa quand on donne le biberon parce que comme ça papa peut faire un peu aussi. Mais est-ce que c'est vrai cette histoire que finalement c'est la maman qui allaite, mais le papa qu'est-ce qu'il peut faire lui réellement ou le coparent, ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour lui aussi avoir son rôle dans cette démarche d'allaitement? Ça je pense que c'est vraiment un message vraiment important en anténatal mais aussi dans le postpartum. En fait le père, la seule chose qu'il ne puisse pas faire c'est donner le sein. Bien sûr, le nouveau-né, il passe beaucoup de temps au sein sur 24 heures, on est d'accord, mais à part donner le sein, le nouveau-né, il a tout un tas d'autres activités
Et sa principale activité, c'est la recherche de relations. Et je dis toujours aux parents ou aux futurs parents, ce qui est très important pour le développement d'un nouveau-né, d'un nourrisson, du petit enfant, c'est la nutrition, bien sûr, et donc l'aspect lait maternel dans sa composition. Mais c'est aussi qu'au sein, il vient en recherche de relations. Et en dehors du sein, nos nouveau-nés ont besoin de relations. Et c'est une nourriture aussi importante. La nourriture relationnelle pour un nouveau-né est fondamentale pour son développement. Et ça, cette nourriture-là, les pères peuvent tout à fait y participer pleinement. Et c'est un cadeau pour un père de pouvoir passer des heures avec son nouveau-né en contact peau à peau. C'est un cadeau qu'il offre à son nouveau-né, mais c'est un cadeau qu'il se fait à lui-même pour connaître son enfant, le découvrir tranquillement petit à petit, se charger aussi de son odeur, de son contact et créer du lien. Et il participe à une nourriture fondamentale pour le nouveau-né. Ça n'exclut pas que je peux aussi accompagner les parents qui souhaitent absolument donner du lait maternel exprimé. Ça se fait aussi, mais c'est absolument pas du tout la seule voie pour aider une mère, la soutenir, ni pour créer du lien avec son nouveau-né. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est très joliment dit en tout cas. Le message est bien passé. Que penses-tu des pratiques modernes, donc les tire-laits, les biberons de transition, les compléments? Est-ce que c'est justement une aide à l'allaitement ou c'est plutôt source de confusion? Alors moi, je le vis plus comme une aide, même si pour certains, ça peut donner une source de confusion. Je pense que la source de confusion, elle vient peut-être de la multiplicité des informations qui restent parfois très généralistes, voire même simplistes. Mais dès l'instant où l'information, elle peut venir de façon pertinente et ciblée, en réponse aux questions ou à la situation d'une famille particulière, les accessoires ou les divers moyens d'allaiter peuvent être intéressants. Pour moi, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une démarche individualisée. Ok. Au même titre qu'au frein, c'est au cas par cas. Exactement, c'est au cas par cas. Ouais. Alors, je terminerai avec... Ah non, j'ai encore 2 questions, pardon. Ouais. Si je peux encore avoir un peu de ton temps. Quelles recommandations pratiques donnerais-tu pour des parents qui veulent préserver la lactation et l'allaitement, mais qui doivent retourner au travail? Alors c'est sûr que quand on reprend l'activité professionnelle ou qu'on se sépare de son bébé parfois pour avoir un petit peu de temps pour soi également, qu'on s'en trouve séparé, ça va être important de maintenir la lactation, c'est ce qui est inclus dans ta question directement. Et là, il faut avoir conscience que grosso modo, au même rythme que ce que le bébé aurait tété et donc prélever du lait des seins de la mère, il va falloir exprimer ce lait. Alors on peut se décaler un tout petit peu, mais pas trop, de façon à maintenir en fait la production lactée. Et ça peut se passer très très bien. Évidemment, plus on va reprendre l'activité professionnelle précocement et plus on est encore sur un stade de lactation qui peut être vite ébranlé dans un sens ou dans l'autre. Il y a des stades où c'est peut-être un petit peu plus solide et où l'organisme de la mère va tolérer un petit peu plus de marge de manœuvre. Néanmoins, voilà, le maître mot du maintien de la lactation et finalement de la vidange des seins, de leur expression à un rythme quasi équivalent à celui du nouveau-né, il est important. Alors ça peut déboussoler les parents qui m'entendent et dont le nouveau-né tète toutes les heures. On va effectivement pas se caler très exactement sur son rythme, mais on va aller chercher justement dans les indices pendant la consultation comment trouver le rythme qui sera le bon pour cette femme-là précisément, sans compromettre son maintien de lactation. Ok. À une petite dernière, dans ton livre, parce qu'il faut le dire, tu viens de sortir un livre qui s'appelle L'allaitement pour les nuls. C'est ça, je n'ai pas choisi le titre, c'est le titre de la collection qui est célèbre pour les nuls. Oui, je vois très bien avec les couvertures jaunes, c'est ça? C'est ça, noir et jaune. Donc dans ton livre, dans tes formations, dans les interventions comme aujourd'hui, c'est quoi le message que tu aimerais absolument faire passer aux professionnels et aussi aux parents aujourd'hui? Alors le message que je voudrais bien faire passer, c'est que franchement, une mère qui se destine à allaiter, qui a quand même au moins un peu envie de le faire, qui a fait ce choix, quand elle est réellement soutenue et qu'on lui permet d'installer une lactation optimale avec un nouveau-né qui reçoit du lait de façon optimale, ça change sa trajectoire de vie. Voilà. Ne pas la soumettre à quelque chose qu'elle va vivre comme un échec, c'est fondamental. Pour moi, on change bien sûr la santé en elle-même, basique sur ce qu'on connaît, les facteurs de risque infectieux, toutes ces choses-là.
mais au-delà de ça, émotionnellement, psychiquement, on change la trajectoire de la vie d'une femme. D'accord. Ce sont des mots forts. Oui, vraiment. Très bien, c'est entendu. Allez, on va se permettre un petit instant marketing. Si tu peux nous parler de ton livre globalement. Ouais. C'est quoi le sujet que tu as abordé et à qui il s'adresse? Alors, comme toute la collection pour les nuls, il s'adresse comme un sujet d'entrée en matière, de vulgarisation finalement d'un sujet. Néanmoins, il se doit d'être un ouvrage de référence et donc d'être complet sur le sujet abordé. Ah oui. Donc, il s'adresse finalement à beaucoup de monde. Bien sûr, les futurs parents, les parents qui vont pouvoir piocher indépendamment un chapitre et ne pas avoir à lire le livre d'un bout à l'autre. Donc, on peut vraiment aller de façon très pratico-pratique sur telle ou telle thématique grâce au sommaire qui est assez détaillé. Mais il peut s'adresser aussi à tous les professionnels qui accompagnent les futurs parents. J'ai moi-même des étudiantes du cycle de formation pour devenir consultante en lactation certifiée IBCLC qui se procurent ce livre et qui s'en inspirent, notamment pour la façon de présenter l'information aux futurs parents ou aux parents. Voilà. Donc ça peut s'adresser à n'importe quel professionnel qui gravite autour de ses parents, ou tout simplement à n'importe quelle personne dans notre société, un voisin, une cousine, quelqu'un de l'entourage, pouvoir se rendre compte de ce que c'est que cet allaitement, cette lactation, le vécu d'une mère à certaines phases, les besoins qu'elle peut avoir, et s'en inspirer, c'est devenir une société qui soutient l'allaitement, ce qui est un petit peu aussi le thème de notre semaine mondiale de l'allaitement maternel ces jours-ci, d'avoir tous un seul regard sur l'allaitement maternel. Donc finalement, d'un ouvrage de vulgarisation, il peut vraiment être adapté à tous les lecteurs. Ok, génial. Eh ben, un grand merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou on a fait un tour rapide? Non, vraiment, je te remercie. Allez, parfait. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci.